Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur Antistatique. Aujourd'hui, on va parler droit, finance, rémunération, fiscalité, mais on va parler aussi audace, on va parler protection et on va parler humain, on va parler cohésion. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir trois professionnels. Fatine Berchek, fondatrice de Happy Pay, paye externalisée, rémunération, retraite, accompagnement des dirigeants. Bonjour Fatine. Ludovic de la Monneraye, avocat spécialisé dans le numérique, et on voit sur le cabinet avocat associé cabinet Vaughan, et on voit que tu es entre autres celui qui s'occupe de toutes les nouvelles technologies, donc propriété intellectuelle et droit de l'information. Exactement. Bonjour Hélène. Bonjour. Et nous avons enfin Sophie Guimard, Sophie qui est fondatrice de la société Picox, société d'externalisation de la fonction financière, DAF externalisé, business partner. Oui, exactement. Donc vous voyez, on a trois facettes de l'entreprise et trois facettes, je tiens à le dire, qui sont des facettes très réglementaires, mais des facettes de protection, mais aussi des facettes d'audace. Et c'est ce que j'espère qu'on va voir ensemble avec mon acolyte Arnaud Langiani. Bonjour Arnaud. Bonjour Hélène. Et moi-même, Hélène Bonenfant. Antistatique, c'est parti. Je voudrais commencer par une question. Fatine, souvent tu dis une paye sur 5 est fausse. Oui. Et alors, avec tout ce qui est droit légal, etc., comment c'est possible ? C'est possible parce que c'est le problème du métier en fait, des payeurs. Ça peut être un manque de formation. Donc, quand on dit formation, c'est la technicité de la paye, en fait, parce que la paye est très technique. Donc, les personnes qui produisent des bulletins de salaire, si elles ne sont pas assez informées, si elles ne suivent pas l'actualité, elles loupent des informations. Et donc, derrière, on se retrouve avec des erreurs qui ne sont pas forcément volontaires. Comment on peut faire comment tu peux te retrouver avec quelque chose de tellement technique ? J'ai du mal à comprendre comment ça peut être technique, la paye. Comment ça peut être technique ? Parce que je pense qu'on a des plus grands codes du travail de l'Europe. Ah, Si ok. je ne me trompe pas, je tourne vers mes collègues. Mais voilà, en fait, c'est très complexe. Et à partir du moment où on rajoute beaucoup de complexité, tu rajoutes des règles techniques de calcul. Et si elles ne sont pas maîtrisées par ceux qui produisent des bulletins de salaire, on se retrouve avec des erreurs. Et comme je disais, pas forcément volontaires, mais qui ont des dégâts, puisque le bulletin de paye, c'est d'abord la gestion des droits sociaux des salariés. Et entre autres, celui qui est le plus important, celui de la retraite. Donc, c'est pour plus tard. Donc, si les choses sont mal calculées, les cotisations, elles ne sont pas régularisées, puisqu'on peut se tromper en paye. Mais derrière, il faut absolument régulariser. Donc, si on ne régularise pas non plus la situation, c'est le salarié qui, plus tard, subira les conséquences. Donc, on est bien dans quelque chose qui est de l'ordre du risque. Oui. Dans ton métier, mais je pense que c'est enfin, toi, tu gères du risque, enfin, tu évites du risque aussi. Tout à fait. Mais dans la finance, c'est pareil. Alors, on peut dire dans l'exploitation d'une entreprise, dans ses flux financiers, c'est de la même façon. Ça change, il y a des réglementations qui varient. Alors, il y a des réglementations qui varient, mais quand on parle de risque, c'est aussi, par exemple, un risque financier, le risque de mal anticiper des besoins d'argent ou des risques de la fraude. Enfin, il y a aussi un certain nombre de risques, effectivement, dans ce domaine. Et vos deux métiers peuvent être assez connexes, parce que Fatine Berchek, sur sa signature d'entreprise, c'est marqué « La paye est aussi une ressource ». Et j'avoue que cette vision que vous avez tous les trois, pour en avoir parlé de la finalité, c'est l'humain, c'est la protection de l'individu. Je trouve que c'est hyper motivant de parler de vos métiers quand on voit la dimension qu'il y a beaucoup plus profonde que juste d'écriture, du chiffre, de la donnée, de la déclaration. On nous voit surtout comme une contrainte à la base. Ouais. C'est nos trois métiers sont une contrainte. Et le but est de dire, c'est une ressource, moi je trouve ça assez chouette. Et nous, en droit, c'est la même chose, de dire qu'on peut valoriser le droit, on peut valoriser la comptabilité, la fiscalité, pour justement améliorer et augmenter les actifs d'une société. C'est vu comme une contrainte ou comme un coût ? Les deux, comme une contrainte de frein, c'est-à-dire que je dois m'assurer d'une réglementation. Effectivement, en droit social, vous avez des changements quasiment toutes les semaines, donc il faut en permanence faire de la veille pour justement être à jour des bulletins de salaire et autres, de la réglementation du droit du travail de manière plus générale. Donc ça, c'est une contrainte, c'est-à-dire qu'il faut emmagasiner énormément d'informations pour ensuite la retranscrire de manière plus ou moins vulgarisée à des non-sachants, et aussi un coût, parce qu'effectivement, ça coûte de l'argent, les fonctions support d'une entreprise vont coûter de l'argent, mais qui sont d'un côté réglementaires, c'est-à-dire qu'on est obligatoire de faire appel, si on n'a pas les compétences en interne,
Soit vous recrutez un expert comptable, un juriste en interne, etc. Soit vous faites appel à des prestataires externalisés. Mais est-ce que c'est pas aussi, pour avoir évolué dans l'entreprise, est-ce que c'est pas aussi une forme de protection pour le dirigeant ou la dirigeante? Parce que finalement, ok, c'est un peu comme la norme, c'est de la super contrainte, mais bon, il y a des gens qui pensent à ces normes-là, c'est bien pour que ça nous sécurise. Il n'y a pas que l'aspiration financière, l'extraction, il y a aussi un cadre qui protège. Oui, parce qu'après, si on parle sur la partie sociale, il y a derrière la protection sociale. Ouais. Donc c'est le système français en fait. Le système français repose sur des cotisations sociales qu'on va retrouver sur les bulletins de salaire. Et je voulais rajouter, c'est que oui, on est vu comme, moi, toute ma vie, j'ai entendu qu'on était des improductifs, puisqu'on n'apporte pas d'argent, mais comme je dis toujours, nos métiers sont des métiers à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand on ne les a pas en entreprise, ça peut être problématique. On ne peut pas tout externaliser. Si on externalise, il faut surtout trouver des très bons partenaires qui sont experts dans leur métier pour justement accompagner les différentes problématiques qu'on peut retrouver Comment en on fait pour être entreprise. expert de son métier et garder du lien avec l'entreprise, être proche du dirigeant quand on est extérieur à l'entreprise? Comment on fait ça? On n'est Comment pas vous mettez ça en complètement place, vous? externe à l'entreprise, on n'est pas complètement extérieur. Enfin, moi, quand j'interviens chez les Ouais. clients, j'interviens dans l'entreprise. À la différence, par exemple, d'un expert comptable qui vient moins souvent que ce que moi je peux faire en entreprise. Moi, mon ADN, c'est d'avoir travaillé dans les entreprises, donc c'est la façon dont j'interviens avec le dirigeant au quotidien, dans l'entreprise. Donc on est plus en proximité. Et juste quand tu disais qu'effectivement on est sur un cadre qui est assez fort, tu soulignais en me présentant tout à l'heure que j'étais aussi business partner. Ouais. Pour moi, on n'est pas que des improductifs, parce qu'à partir du moment on peut aussi utiliser tout ce cadre comme étant une opportunité. Par exemple, en matière de comptabilité, il y a l'obligation de produire un compte de résultat une fois par an, pardon. Lapsus, moi, typiquement dans les recommandations que je fais, c'est d'en produire un une fois par mois, d'être capable de faire un point régulièrement dans l'activité de l'entreprise. Et donc cette obligation légale, si on la détourne un peu, elle devient au bénéfice de l'entreprise, et c'est ce qui permet aux dirigeants de piloter son entreprise au plus proche. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, vous êtes vu comme une contrainte. La question qui m'est venue, c'est comment inverser cette perception en disant on est une contrainte et comment la faire percevoir comme une opportunité. J'entends un peu un début de réponse là-dedans. Est-ce que c'est pour toi un moyen d'inverser la perception que les gens ont de ton rôle à toi et du coup aux autres aussi après? Comment vous faites pour inverser ce point de vue en fait? Pour moi, c'est pleinement comme ça que je vis mon métier et mon intervention en entreprise. Et c'est clairement en utilisant les contraintes. On parle beaucoup, alors même si la deadline a été repoussée de 2 ans là, mais de la dématérialisation, de la facturation. On peut se dire que c'est une vraie contrainte, mais en fait, c'est l'occasion de faire un arrêt sur image, là, comment je suis organisé sur mes process administratifs et financiers, et comment je vais pouvoir remettre de la fluidité, de l'automatisation, de la simplification, de la dématérialisation dans mes process, et simplifier, passer moins de temps à produire de l'information pour être plus dans l'analyse. Et c'est là où on est un business partner, où on accompagne les dirigeants et où on est force de proposition et où on les aide, en tous les cas moi sur ma partie, on les aide à prendre des décisions, à avoir une information la plus, j'allais dire exhaustive, c'est pas le bon mot, mais plus correcte, enfin, en tous les cas les différentes possibilités qui leur permettront de prendre des décisions. C'est par une démarche proactive, c'est-à-dire que tu vas plus loin que ce qu'on te demande, tu les amènes à comprendre tout l'intérêt qu'ils ont à utiliser cette contrainte pour en faire un levier finalement d'amélioration des fonctionnements d'entreprise, c'est ça? Parce qu'on a tendance à penser dans la sphère financière, par exemple, que la finance se résume à la compta. Enfin, je trouve qu'il y a un peu ce biais qui est fait, et c'est un peu ça dans les petites boîtes. Or, ça, c'est le début. C'est une information qui est standardisée, harmonisée. On parle souvent de qualité de data dans l'informatique. Pour moi, c'est la data financière de base qu'on peut ensuite faire parler. Ça, c'est le rôle du contrôleur de gestion, voire du directeur financier. Mais toute la partie analyse de l'information, finalement, c'est oui une opportunité, mais on ne peut la faire que si on a des datas qui sont homogènes à la base. Et pour moi, c'est en ça que faire la comptabilité, c'est pas négligeable. Enfin, c'est important de la faire. Alors oui, il y a le cadre légal, mais pas que pour produire une liasse fiscale, mais pour être capable d'analyser l'information ensuite. Ok. Là, pour le coup, je peux te rejoindre, puisque si on reste au premier niveau de mon métier, c'est de produire du bulletin de salaire.
C'est comme la comptabilité, c'est la base. Derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données-là, en fait. Et en fait, les données en social, on se rend compte avec la déclaration sociale nominative, la fameuse DSN, elle est remplie de données. On sait tout du salarié, de ses absences, de sa rémunération, de son taux de prélèvement à la source. Donc, ça nous permet de faire des analyses pour les entretiens annuels, par exemple. Et de la même façon, quand on sait bien gérer après ce qu'on appelle la masse salariale, derrière, on peut faire simuler ou piloter des budgets de masse salariale. Ça veut dire anticiper les augmentations générales ou les augmentations individuelles, voir tous les effets report aussi que ça peut donner sur les charges patronales et automatiquement sur la trésorerie. Donc, en fait, dans tous nos métiers, il y a une première partie, mais on peut monter en expertise pour justement apporter de la valeur ajoutée. Et là, on fait vraiment de l'accompagnement du dirigeant. Sur de la data, encore une fois, il y a la donnée brute qui Oui. est la contrainte, Oui. qui est à produire dans les normes et obligations. Et c'est en fait votre valeur ajoutée est sur l'utilisation et l'exploitation Oui, de ces l'analyse. données. Et du coup, je pense à Ludovic. Production de données, exploitation de données, est-ce que c'est aussi ton levier? Et deux, et là c'est l'autre volet, quels sont les enjeux de demain sur cette donnée en termes de Alors, données je vais nouvelles? répondre à ta deuxième question d'abord parce que moi, c'est pas tout à fait mon levier D'accord. la réponse à ta première question. Sur l'utilisation de la data, alors la difficulté, c'est est-ce que l'entreprise a le droit d'utiliser sa propre data et la data des salariés, etc. On est d'accord qu'il y a toute la dimension RGPD qui est... Par exemple, sur la partie qui est données radie. personnelles, sur la partie comptabilité et finance, non, parce que c'est uniquement des chiffres, Oui. donc tu peux la réutiliser comme tu veux, plus ou moins comme tu veux. Sur la partie données personnelles des salariés, c'est un autre sujet. Mais dans la mesure où les salariés font partie de l'entreprise, ont généralement signé un contrat de travail ou une charte informatique ou ce que tu veux, disant j'autorise la boîte à utiliser mes données, globalement on peut. Et puis de toute façon, le RGPD, il y a une exception de réutilisation des données sans l'accord des gens, c'est pour des fins statistiques. Donc tu peux Donc réutiliser, anonymisé. anonymiser les données, tu peux faire des statistiques et justement piloter ta boîte sur toutes ces données collectées-là. Donc sur la partie data, voilà ce que je pouvais dire. Au niveau juridique, sur le levier et pourquoi nous, on va apporter une valeur ajoutée aussi, parce qu'on a aussi un métier à valeur ajoutée, on n'est pas une contrainte. L'idée, c'est anticipation du risque, puisque si on fait pas ça, effectivement, on peut avoir des condamnations, mais comme nos trois métiers a des sommes très importantes en termes de fraude, mais aussi en termes d'absence de régulation en interne. Et puis deuxième chose, moi particulièrement sur la partie propriété intellectuelle, souvent les entreprises mettent un peu de côté, de moins en moins, mais mettaient un peu de côté la partie propriété intellectuelle. Et nous, on considère et on va accompagner les entreprises en disant mais si vous protégez bien votre propriété intellectuelle, vous allez pouvoir la valoriser à des dizaines, centaines de milliers d'euros ensuite. Si vous déposez pas de marque, si vous l'utilisez mais vous la déposez pas, et que derrière, vous avez une proposition de rachat où vous vendez votre boîte pour X raisons, mais pareil sur un site internet, c'est la même chose. Si vous n'avez pas fait votre protection juridique dessus, vous ne pourrez pas la revendre et vous allez perdre énormément d'argent. On a le cadre de Fatine Berchak qui, quand elle a lancé sa boîte, sa première action, au-delà du concept, c'était de lancer une marque. Bah oui, Tu as vraiment été... Oui. J'ai anticipé. ça, c'est bien. Peacox aussi est une marque. Et parce que aussi, c'est le côté financier. Je suis une financière aussi un peu de base. Donc, il y a des choses qu'on comprend. Et la valorisation d'une entreprise, c'est un des sujets. Quand on monte son entreprise, il faut y penser. En fait, on sait tous qu'on va revendre à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'on revend, en fait? Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Hélène. Et pour le coup, et moi, j'ai une stratégie de marque. Donc, aujourd'hui, Rapipaye est déposée au niveau de la France et au niveau européen. Et il y a une surveillance de la marque. Donc, oui, c'est un coût. Mais je me dis, dans le temps, je serai gagnante parce que le jour où je revendrai, oui, un chiffre d'affaires avec une production, mais je revendrai aussi ce qu'il y a derrière la marque, en fait. Ben oui. Si demain elle crée des contenus, d'autres choses. Donc, mais le gap peut être énorme, Oui, parce que le dépôt d'une marque, en gros, ça coûte 190 €, on va dire, dans les grandes lignes. 190 €, mais après 5 ans d'exploitation d'AppyPay ou X années on peut parfaitement la revendre 10, 20, 50 000 €, voire 100 000 € si on a une dimension nationale, sans aucun problème. On a l'exemple de la marque Camailleux, là où le groupe a fait faillite, a été en liquidation judiciaire, et un autre groupe vestimentaire a racheté uniquement la marque Camailleux des millions d'euros. 1 million d'euros, sauf erreur de ma part. Oui, et je pense qu'aussi, vous êtes très structurant dans l'entreprise. Alors, on parle de la marque, ok, c'est un sujet, moi, j'y suis plus sensible. Mais de la même façon, ça fait partie de... T'achètes ta ligne de production, t'investis dans tes machines, t'investis dans ta marque, t'investis dans ton droit, t'investis dans ta protection. Et vous, ce que je vois à chaque fois dans vos échanges avec les dirigeants, c'est que on parle de fonction support. Eh ben oui, les supporters. C'est vraiment, vous êtes là pour les aider, les cadrer. Et je parlais en introduction d'audace. C'est parce que, ok, vous êtes dans des métiers de normes, mais bon sang, vous permettez aux dirigeants d'avoir du culot, d'aller plus loin, de se dire, ok, ça c'est stabilisé, donc je peux prendre ce risque-là. Moi, j'aime bien cette partie-là quand vous avez
c'est ce côté pas plomb-plomb de vos métiers, en fait. C'est le côté on est ensemble pour aller plus loin. On est les bras droits des entreprises. Alors moi, je le dis à mes clients, parce que derrière, comme Sophie, moi, j'appelle mes clients tous les mois, j'ai besoin de savoir s'ils vont bien. La première question que je leur pose, c'est est-ce que vous allez bien moralement? Parce que s'ils vont pas bien, l'entreprise derrière, ça ne peut pas suivre non plus. Et puis après, on parle d'autre chose, mais on est vraiment les bras droits. Et vous êtes aussi lié à l'argent. C'est vrai. l'argent. Vous avez toujours une relation d'argent avec l'entreprise, avec le salarié, avec l'entreprise. Toi, tu vas en plus être dans une logique, alors on peut imaginer la prestation pour la paye, la prestation pour les analyses fiscales, etc. Mais en plus, toi, tu es dans une relation d'honoraire Oui. systématique, puisque quand on vient te voir, on peut ne pas venir te voir. Donc, Bien sûr. on est dans une relation différente Mais avec un avocat. On est un peu dans les prestations. Nous, on fonctionne par exemple qu'au forfait. C'est-à-dire qu'on a souvent l'image d'un avocat, ça coûte cher. Ça peut être le cas. Parce que dès que je vais appeler mon avocat, ça va coûter X centaines d'euros par appel parce que tout est au temps passé, c'est à la demi-heure, etc. Nous, et c'est de moins en moins le cas d'ailleurs, et c'est plutôt bien. L'idée, c'est de fonctionner comme toutes les autres prestations, support, annexes, partenaire du dirigeant, c'est de se dire le dirigeant il a besoin d'un contrat, il a besoin de déposer sa marque, il a besoin d'une analyse sur un conflit potentiel avec un client, un prestataire, on va lui dire ça va être tant de centaines d'euros pour cette prestation-là, un forfait. Comme ça, il sait très bien et on est comme n'importe quelle autre fonction support et partenaire de l'entreprise, comme n'importe quelle prestation, et il n'y a pas de raison que ça change. Et c'est beaucoup plus lisible pour le dirigeant. Et le but est surtout qu'il puisse nous appeler, parce que nous aussi, on a une relation de proximité, Ouais. c'est très important, et notamment de réactivité. Nous, c'est vraiment très important, c'est-à-dire que le dirigeant, ou même une autre personne dans l'entreprise, parce qu'on peut fonctionner avec, on parle de dirigeant, mais ça va être toutes les fonctions dirigeantes d'une entreprise, ça va être le DRH, ça va être le DAF, ça va être un peu toutes ces personnes-là, mais ça peut être aussi un salarié qui nous appelle pour une question particulière. Et l'idée, c'est quand il nous pose la question, pour qu'on apporte le plus de valeur ajoutée, à mon sens, il faut être ultra réactif. Ultra réactif, c'est de répondre dans les 24-48 heures, à mon sens. Peut-être pas sur la totalité de la demande, mais au moins de dire, on est là, on est à ton écoute, et c'est que comme ça qu'on peut les accompagner. Là, bien. tu parles d'un truc en disant ça peut être un salarié d'une entreprise. Est-ce que tu vois ça se démocratiser ou dans les entreprises, on donne accès de plus en plus librement? Alors, la RH, il y a un accès forcément libre, mais où on donne un accès de plus en plus libre en se disant le salarié, il a aussi besoin d'avoir accès à ces fonctions-là. Alors, peut-être pas un salarié qui est... j'ai pas envie Faut de dire avoir en une bas... problématique juridique de toute Oui, façon. mais peut-être pas en bas de l'échelle de la hiérarchie salariale, mais il faut qu'il ait un besoin juridique, mais généralement on va avoir le salarié qui s'occupe de la partie marketing ou communication de l'entreprise, elle peut parfaitement avoir nos coordonnées pour dire je lance un jeu concours, j'ai une image d'un joueur de foot, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Est-ce que tu as la licence ou pas? J'ai eu récemment la question de je veux lancer un nouveau projet dans l'univers médical avec l'image des lapins crétins et donc de Ubisoft. Est-ce que je peux réutiliser cette image dans le cadre de mon projet? Pas de souci. Est-ce que vous pouvez montrer la licence Ubisoft? Non, pas du tout. Pas la licence, c'est un livre sur Internet. Exactement. Donc, bien sûr que n'importe quel salarié qui aura une question juridique. Et c'est de plus en plus décentralisé, je suis d'accord. Ouais. L'ensemble des salariés. Je voudrais rebondir sur les salariés, parce que là, on disait que vous êtes au service, on va dire, principalement et puis directement avec les équipes dirigeantes, ce n'est pas dirigeant, mais en tout cas l'équipe dirigeante. Vous êtes vu comme une contrainte, vous faites des efforts pour que ça soit une opportunité. Comment ça peut être vu par les salariés, pas par l'équipe dirigeante, parce qu'elle va le voir, tous les efforts que vous faites, mais comment, parce qu'au fond, vous défendez les droits des salariés. Et comment les salariés peuvent voir tout ce que vous leur apportez. Enfin, qu'est-ce que vous leur apportez vraiment et comment ils peuvent le voir? Parce que oui, moi, quand j'étais salarié, je voyais vos jobs comme des contraintes ou comme des métiers rébarbatifs. Et en fait, en creusant un petit peu, je vois bien toute la valeur que vous apportez. Mais parce que j'ai fait l'effort. Comment vous pouvez valoriser tout l'apport, je veux dire presque humaniste, que vous avez auprès des salariés? Moi, je peux répondre déjà sur la partie finance. En tant que directrice financière, moi, quand j'étais salariée en entreprise, c'est moi qui allais présenter les résultats annuels au comité d'entreprise, par exemple. Donc, il y a une dimension pédagogique aussi, parce qu'on sait très bien que les gens à qui on s'adresse n'ont pas cette culture financière. Il m'est arrivé aussi, quand j'étais contrôleur de gestion, de former les collaborateurs à la façon dont ils pouvaient améliorer les résultats de l'entreprise, quels étaient
ce sur quoi ils pouvaient jouer. Et par exemple, là, c'était dans la grande distribution, tout le côté des marques, dire le vol et la disparition des articles en magasin. Enfin, c'est vraiment des choses sur lesquelles eux, ils peuvent être vigilants et sur lesquelles ils ont un vrai impact. Donc, en les formant à comment fonctionne un compte de résultats, en leur montrant sur quoi ils pouvaient impacter, c'était aussi enrichissant pour eux parce que c'était aussi l'occasion de mieux comprendre l'environnement dans lequel ils travaillaient. Tu en as vu les effets? Oui, alors par exemple, je me souviens des vendeurs qui remontaient, qui passaient devant mon bureau le soir et qui disaient Waouh, Sophie, on avait un super chiffre d'affaires. Et moi, je leur disais Et t'avais une super marge. Et donc, voilà, donc c'était aussi, c'était des petites ritournelles, enfin voilà, mais ça devenait un jeu, donc on a fini par regarder, à force de leur poser la question, on a fini par décortiquer certains articles, ce qu'ils ont fait et comment ils ont vendu. Et j'ai essayé de leur expliquer avec des mots simples, parce que je leur dis, moi, si vous vendez des articles sans marge, ben, moi, en fait, j'ai pas de quoi vous payer, j'ai pas de quoi payer le loyer du magasin ou l'électricité. Donc, l'idée, c'est aussi de vulgariser et de transformer de façon simple, pour que ce soit clair et qui Moi, je crois percute sur ce beaucoup que... dans ces dimensions-là que tout salarié doit comprendre où il est dans la chaîne et quelle est sa contribution. Il n'y a que comme ça. Pour moi, c'est la meilleure formation continue. C'est de dévoiler les choses et de faire comprendre. Je me souviens d'une fois, on avait fait un lancement chez Hellowork quand on bossait chez eux. Et on avait lancé un truc et les développeurs avaient glissé sur le planning. Un truc était sorti, mais la saison pour pouvoir commander était passée. Donc le truc, vraiment, en toute sincérité, on n'avait pas pris le temps de leur expliquer, mais au fait, les gars, s'il y a une deadline, c'est pas juste parce qu'on veut vous embêter sur vos plannings, c'est parce que le tour annuel, il est à ce moment-là, il faut que ce soit sorti là, que les commerciaux, etc. On avait fait un défaut de pédagogie, voilà, on a failli par défaut de pédagogie. Et je sais que toi, c'est pareil, quand tu fais tes formations, forcément aussi, c'est à fond la pédale. Ouais, c'est obligé. En fait, c'est de leur donner du sens. C'est particulier la paye parce qu'en fait, donc toi, tu t'adresses à des payeurs, salariés, des personnes souvent des payeurs. Des payeurs quand je vais en formation, mais quand j'étais salarié, mes premiers clients internes, ce sont les collaborateurs. Et donc, je dis la paye, c'est particulier parce qu'en fait, on est toujours vu comme la dernière roue du carrosse, encore aujourd'hui. C'est très particulier, oui, parce qu'en fait, on est très important. On est considéré par les salariés, mais on n'est pas forcément bien vu. Enfin, on est mal positionné dans l'entreprise. On ne prend pas en considération notre métier, en fait, de tout ce qu'on peut apporter. Et en fait, moi, sur mes 20 ans de métier en tant que salarié, ce qui a été important, c'est que chaque salarié qui rentrait dans le bureau, qu'il soit employé, agent de maîtrise ou cadre, devait ressortir en ayant compris. Et comment tu fais justement quand tu es la 5e roue du carrosse? Vous êtes vu comme une contrainte. Tu pars de loin. Comment tu fais pour arriver à valoriser ça, ton apport auprès des salariés? Parce que je suis une passionnée et qu'après je donne du sens à mon métier. C'est-à-dire qu'à partir d'une problématique, je vais leur expliquer la réglementation et je vais m'adapter en fait au discours en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Et ce que je veux, moi, ça c'est un objectif personnel, je suis exigeante avec moi-même, c'est que la personne, quand elle repart, elle se dise « j'ai compris, il n'y a pas d'erreur, j'ai pas un sentiment de m'être fait avoir ». C'est très important dans l'entreprise qu'en fait la paie crée le climat social. Et il n'y a rien de pire qu'un salarié qui repart du bureau en n'ayant pas compris, en se disant je me suis fait avoir, il va faire le tour auprès des autres. Et là c'est pas possible. Donc il y a des sujets qui sont très. Donc tu le fais quasiment au cas par cas, quand la personne vient te voir parce qu'elle ne comprend pas. Oui, mais on fait du cas par cas. C'est peut être long. C'est pas grave. Il n'y a pas de stratégie un peu plus globale pour... non, parce qu'en fait, une fois que c'est expliqué à quelqu'un et que cette personne arrive à réexpliquer à ses autres collègues, en fait, ça va vite. La question, elle peut se répéter plusieurs fois. Si on constate, par exemple, chez mes clients qu'une question revient assez souvent sur les congés payés. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont toujours pas compris. Donc il faut qu'on revoie la pédagogie, on doit se réadapter, en fait. Jusqu'au moment où ils se disent, voilà, j'ai compris, je sais comment ça fonctionne, donc je maîtrise. En fait, moi, ce que je voudrais de tous les salariés de France, c'est que chacun maîtrise son bulletin de salaire et comprennent chaque ligne. D'ailleurs, tu vas lancer c'est mon objectif, oui. C'est mon objectif avant que je parte à la retraite, c'est que j'arrive à 70 ans, quand je partirai, à ce que tous les Français aient compris leur bulletin de salaire. Commence par simplifier le code du travail. Non, ça c'est pas mon niveau en fait. Moi, je suis comme un peu comme tout le monde, je subis des lois, j'ai pas le choix, on me demande pas mon avis, on nous dit un gouvernement décide d'acter un projet de loi, écoutez, on le prend, et après derrière on essaie de faire de la pédagogie pour que tout le monde donne du sens. Donc moi en formation, ce qui est important auprès des clients, c'est le sens. J'explique la technicité et pourquoi on fait ça. En fait, les calculs ne tombent pas du ciel, il y a une logique, donc on essaie d'expliquer toute la logique pour que derrière, ils puissent rediffuser.
Ok. C'est ça qui est Si tu dis que important. la paye c'est si compliqué que ça, alors moi j'ai côtoyé c'était pas tout le monde n'était pas RRH, il y avait juste des gens qui étaient employés ou cadres d'un niveau de démarrage, mais j'ai jamais eu conscience que c'était pointu comme ça leur job. On ne l'a jamais expliqué un bulletin de salaire. En fait, c'est ça aussi ma problématique. Moi, c'est pour ça que je me suis lancée à Pipaye aussi, une notion de pédagogie. C'est qu'en fait, on n'a jamais expliqué le bulletin de salaire. Personne, on n'a pas pris le temps de réunir tous les salariés pour leur dire voilà à quoi ça fonctionne, à quoi sert l'URSSAF, à quoi sert le Pôle emploi, à quoi servent les caisses de retraite, la prévoyance, les mutuelles, toutes les taxes en fait, ou les cotisations, pas les taxes, excusez-moi, les cotisations sociales qu'on pourrait avoir, parce que derrière, elles génèrent aussi des droits sociaux. Donc, on ne sait pas lire en fait aujourd'hui un bulletin de paie, ce qui fait que même quand on va changer d'entreprise, pour savoir quelle rémunération on peut prétendre, ou même ce qu'on a déjà en interne, les gens ne savent pas le lire. Donc, pour moi, c'est important aujourd'hui de faire des explications de texte pour que chacun soit maître et soit acteur de son bulletin de salaire. Ça, c'est vraiment l'objectif de Happy Pay. Voilà. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, ça fait 2 jours là, j'avais commencé avant ce week-end, et puis aujourd'hui j'ai revu un dirigeant là qui devait absolument produire un prévisionnel. Et moi, mon approche, c'est pas de le faire, hein, c'est de réfléchir avec le dirigeant, de voir qu'est-ce qu'on met dedans. Et déjà vendredi, il me dit ouais, d'avoir passé du temps avec toi. J'ai kiffé, il me dit j'ai bossé tout le week-end et maintenant je suis super content de faire mon prévisionnel parce que je sais ce qu'il y a dedans, je sais comment faire, je sais comment jouer avec. Je trouve que c'est ça qui est important en fait. Ça c'est la récompense qu'on a, d'avoir le retour, de se dire j'ai compris, je me sens acteur, je vais pouvoir aller plus loin. Je reviendrai peut-être voir quand j'aurai approfondi, mais en tous les cas, je deviens autonome. Et puis une boîte, c'est une aventure humaine, même si on le regarde d'un point de vue RH, juridique ou financier, on est tous dans le même bateau en fait, et donc c'est ça qui est C'est pour ça que je trouve ça important. bien d'avoir vos 3 profils, parce que moi j'ai toujours vu ça dans l'entreprise en disant eux c'est des trucs hyper compliqués ce qu'ils font. Non mais il faut quand même un certain niveau d'expérience professionnelle, c'est pas un truc, voilà, tu fais pas une alternance en droit fiscal comme ça facilement, c'est compliqué. Mais alors, génial, vous pouvez garantir aux dirigeants et à la dirigeante d'aller plus loin, de comprendre des trucs. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que ce que tu dis, c'est qu'en fait, la personne que tu as accompagnée, demain, elle va peut-être penser sa boîte différemment. Ah, là, c'est l'audace, non? Ouais, c'est de l'audace, mais moi j'aime bien la notion de sens en fait. C'est revenir au sens. Oui. Parce que s'il n'y a pas de sens, alors ça c'est ma passion des neurosciences qui me. S'il n'y a pas de sens, le cerveau n'alloue pas d'énergie en fait. Et donc, il ne va pas faire l'effort de comprendre le bulletin de paie, il va faire l'effort de comprendre un compte d'exploitation, et du coup, il va passer à côté, en fait. Et je pense qu'on a la clé, là, c'est redonner du sens à tous. S'ils sont là, c'est pas par hasard, en fait. Si vos métiers sont là, et si ces réglementations sont là. Et du coup, je te vois comment tu donnes du sens et tu fais la pédagogie sur tout le droit du numérique. Parce que pour mon ancien métier, travailler dans la protection des données, c'est rock'n'roll de faire comprendre ça. Donc, comment tu fais? Il y a 2 choses. La première chose, c'était, on l'a dit plusieurs fois, on est plutôt vu comme une contrainte. Et le but, en tout cas moi, que je me donne, c'est on doit quasiment jamais dire non à un client. J'entends tout en respectant la loi, bien entendu. Mais moi, quand je travaillais en entreprise, les juristes étaient uniquement vus au sein des entreprises à l'époque. Dès que j'appelle mon juriste, c'est pour me dire non, je peux pas faire ce projet. Mais moi, je l'ai vécu. Voilà. Sur marketing et communication, mais c'était la blague entre nous. C'est ça. T'appelles machin, ouais, qu'est-ce qu'il va te dire au parleur? Maintenant, vous savez, madame, c'est pas possible. Il faudrait changer ça, ça, ça et ça. Donc c'est vrai. Tu raccroches, tu dis bon, on va se débrouiller. 300 balles. Alors après, il y avait aussi la facture. Mais c'était décourageant parce que nous, on trouve toujours des solutions. Et pourquoi les juristes avaient cette posture alors? C'est vrai, parce qu'ils appliquaient bêtement la loi, ce qui, effectivement, si je reprends l'exemple des lapins crétins, non, tu peux pas utiliser la licence des lapins crétins si tu l'as pas. Dis, donc il faudrait faire ci. Donc qu'est-ce qu'on fait? On contacte Ubisoft. Déjà, on va essayer de savoir combien ça coûte. Est-ce qu'on peut pas faire un partenariat gratuit? Ou derrière, est-ce qu'on n'a pas un lapin en open source qui peut faire le job différemment? L'idée est de dire... Peut-être que ça, c'est pas possible parce que X raisons. Évidemment, je vais pas dire que c'est possible alors c'est pas le cas. Mais derrière, trouver des contournements. Notre but est de trouver des contournements pour, 1, faire comprendre le bulletin de paye, 2, faire comprendre la finance. Et sur la partie compréhension du droit, moi, je dis toujours, j'ai fait 8 ans d'années de droit, ça m'a pas beaucoup plu. J'ai beaucoup subi mes années de droit parce que la façon dont est expliqué le droit est très pénible et très dinosaurien. Et mon but actuel est de vulgariser le droit en disant mais le droit en fait c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que
en fait, il y a une vocation pratique d'écouter, de lire un code civil. C'est pas rigolo du tout, on comprend rien. Quand on est juriste, on comprend un peu mieux, mais l'idée de transformer ce langage très politicien, qui émane du législateur, qui est très administratif, de le rendre pratique pour les dirigeants en disant, mais en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Grâce à ça, vous allez pouvoir recruter plus ou en tout cas avoir une meilleure stabilité de votre masse salariale. Vous allez pouvoir augmenter la valeur de votre boîte grâce aux actifs immatériels de votre structure. Vous rédigez bien vos contrats parce que ça va vous éviter d'avoir des problèmes derrière. Donc, tout ça, c'est vulgarisé, c'est du droit hyper pratique. C'est pas « Ah oui, je dois appliquer la réglementation bêtement ». Ça sert à quelque chose. Et que ça sert vraiment à quelque chose et ça sert quelque chose de positif. C'est ça qui est hyper important à mon avis. Et sur la partie données et réglementation RGPD par exemple, oui, c'est hyper rébarbatif et en fait, pareil, on le voyait comme une contrainte au tout début. Mais moi, dès 2018, quand on a appliqué la réglementation, on dit mais en fait, ça va être une valeur ajoutée à votre boîte. Si la boîte est conforme à la réglementation, vos clients ils seront contents d'y aller. Pourquoi ? Parce que les données personnelles, c'était de se dire moi, je traite correctement vos données personnelles. Vous venez chez moi en tant que client, vous me donnez votre nom, votre prénom, votre adresse. Vous inquiétez pas, je vais pas aller vendre pour 100 € les données perso à mon concurrent ou à Pour t'expliquer un tout ça, prestataire. tu disais, quand on regarde le droit, à la fin, c'est toujours la même logique, la protection. Mais oui. Ouais, Eh oui. Ce qui est intéressant, je fais une petite parenthèse parce que j'ai basculé de métier. Je suis venu au coaching, à l'accompagnement humain, à force de travailler sur les RGPD. Et l'anecdote est intéressante parce que ça illustre ça. C'est que j'étais face à des gens, notamment du marketing. Je leur disais, votre fichier client, les clients qui vous n'avez pas de contact depuis 3 ans, vous devez les supprimer. Ça fait partie du droit. Donc, vous enlevez et vos mailings, vous ne les faites pas à ces clients-là. Et ils me regardaient et ils disaient, mais t'es fou. Alors, tu es fou. Tu es fou. Pas comme ça, comme ça. Non, mais- D'autres stratagèmes. Et donc, il disait, mais t'es fou, moi je fais du quantitatif, à qui je vais envoyer mes clients? Alors j'ai beau leur expliquer que le qualitatif était mieux que le quantitatif et que les gens qui sont plus récents sont plus réceptifs que les gens qui Mais sont ça pas a en contact énormément depuis 10 ans. progressé justement grâce au RGPD. Ouais, mais je me suis Effectivement, rendu c'est compte en pratique. fait des résistances, Oui. en fait, des résistances au changement et Ah que oui. je m'y prenais pas bien. En fait, dans la manière d'expliquer, je me suis dit, ok, il faut que je travaille là-dessus. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'accompagnement du changement pour comprendre comment faire bouger des croyances. Alors, Parce que plus c'est intéressant. t'as un levier qui est assez radical et assez rapide, c'est de dire si tu fais pas ça, tu peux potentiellement te prendre 20 millions d'euros d'amende Ouais, par c'est la ça. CNIL. Oui, Ce qui est vrai. Donc ça, mais c'est tu le. travailles c'est- par la peur et Alors plus ça, c'est par pas- le sens ce- de je faire suis- de l'effort. Je suis d'accord. Là, c'est vraiment l'argument un peu massue, un peu Beaucoup extrême. d'arguments. Mais avant ça, alors, c'est aussi un peu par la peur, mais c'est de se dire, si en envoyant mon mailing à tous ces vieux prospects, ces vieux clients qui ont plus de 3 ans, je vais me prendre peut-être 10, 20, 30 plaintes CNIL donc CNIL, Commission nationale informatique et liberté, parce que ces clients connaissent leurs droits. Maintenant, depuis 5 ans, les clients et les individus connaissent très bien leurs droits, comment les utiliser, comment dire, tu as le droit de faire ça, pas le droit de faire ça. Enfin, beaucoup mieux maintenant. Et donc, c'est quoi la vision d'avoir des avis négatifs sur Google de la boîte parce qu'on sait que cette boîte, elle traite pas bien les données des salariés, elle traite pas bien les données des s'est clients. vraiment accéléré. Complètement. La RGPD a vraiment. Moi qui étais dans le marketing et les emailing, on a vu le moment où ça a été coupé, le robinet, la base ne peut plus être active. Et c'était génial parce qu'on n'était plus dégradé, du coup on avait des meilleures performances de délivrabilité. Et surtout, ceux qui t'obligeaient à envoyer étaient obligés de raffiner leur discours. On était obligés de rentrer dans la considération de la personne. Moi, je n'y ai vu que du positif à Oui. ça. Tout à fait. Et ça a demandé du temps, tu l'as dit. Ça demandait du temps. Et vous avez... comment ça s'est passé? Parce que vous avez énormément de données. Oui. Moi, la question, elle s'est pas posée parce que j'ai écrit en 2018. Donc, dès le départ, en fait, Tout moi, je me suis était, pas posé de questions. J'ai investi, j'ai dit, on se met en RGPD. Donc, j'ai des gestions documentaires. Et ce qui est marrant, c'est quand je vais en formation avec des grands groupes. Ils ne sont pas tous équipés. Sur la partie paye, là, par contre, ça pêche encore dans mon métier. Et en fait, je leur montre ma GED. Je leur dis, voilà comment je fonctionne. C'est quoi moi, une mes clients. GED, Fatih? Donc, c'est une gestion électronique des documents, en fait. Et au lieu d'avoir, comme quand j'étais en entreprise, où j'avais tous les dossiers salariés derrière mon dos, à l'ancienne, Dans un et classeur aujourd'hui, gris, non? chacun avait sa pochette. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai plus de dossier. C'est-à-dire, je traite des payes, mais je n'ai plus de dossier, puisqu'en fait, ils sont dans la. J'ai créé une arborescence, la même que physique, mais en digital. Et en fait, c'est le client qui dépose. Et de la même façon, moi, je leur dis bien, ça, moi, la peur, ça fonctionne aussi par la peur. Je donne du sens, mais je leur fais peur aussi
Parce que derrière, s'ils font pas bien les choses, il y a un risque social, donc il va coûter tant aux URSSAF ou au prud'homme. C'est ça. On est obligé de parler quand même un peu de peur, Mm. parce que sinon on passerait Bah, c'est toujours quand en se même, disant, c'est pas grave. c'est quand même la réalité, Ben, ça. c'est pour C'est ça. ça. Donc les bulletins de paye, par exemple, je leur dis bien, voilà, moi, tant que ça reste dans ma gestion documentaire, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où vous téléchargez le bulletin de salaire, il est sous votre responsabilité. Donc, vous devez faire en sorte qu'il soit protégé, puisque demain, si vous êtes hacké, voilà ce qui pourrait se passer. Et donc, il y aura des conséquences financières pour vous. Donc, mais moi, c'est mon fonctionnement. Mais je vois bien que mes Et dans les collègues boîtes, ne sont quand pas tu arrives, comme parce ça. que tu es arrivé dans des entreprises qui n'étaient pas organisées comme ça. Non. Donc tu vois la qualité que ça amène. Oui, oui, oui. Et surtout moi dernière, le Crédit Immobilier de France, puisqu'on était en plein PSE, donc il a bien fallu licencier tous les salariés. Vous avez Il ça en en reste commun. encore. enfin, Voilà, moi je suis spécialiste du PSE. licenciement économique. Et Notre donc, cabinet à Paris est spécialisé en PSE. si un jour tu cherches un prestataire paye qui est spécialisé en PSE, Avec on n'est plaisir. pas beaucoup parce Et que. alors là, rendre le truc sexy quand tu fais un PSE, Ah, là, Oui, là, c'est ça, je difficile. pourrais te le là, donner. je vous Voilà, parce demande que- comment vous faites. Mais Mais moi, oui, j'ai parce des que- très bons souvenirs de PS. Mais moi, c'était le deuxième plus grand de France, puisqu'il était juste après Dexia. Donc, le crédit immobilier, c'était beaucoup d'argent. Et donc, avec une enveloppe AGS que moi, je n'ai jamais vue de ma vie. Et donc, les salariés sont partis avec des très, très bonnes conditions. Et donc, là, c'est pareil. Hein, vous avez un texte, une Bible qui vous explique comment gérer le PSE. Donc, il a fallu les accompagner et leur expliquer aussi que voilà, tout leur donner. Et donc, on a mis en place à cette époque-là une GED. Justement, et moi c'est ma dernière entreprise et j'ai vu ce que c'était que la GED, comment on pouvait gérer les salariés alors qu'ils n'étaient pas à côté de nous et on avait accès à tous leurs dossiers du personnel parce qu'on avait tout scanné avant, donc il y a eu un gros travail de digitalisation des données et je me suis dit quand je me lance, moi je me pose pas la question, c'est un coût, oui, mais je sécurise mes clients. Donc une GED Et mon stockée chez plaisir. Google. Comment? Et donc une GED stockée chez Google. Ah, pas du tout. Ah non, surtout pas. Entreprise française, hébergement français, donc on fait aussi attention à son hébergement. Non, c'est Non, pas mais je rigole, j'ai Google. vu une fois quelqu'un qui m'avait valorisé tout son traitement et c'était hébergé chez Amazon. Ah oui, non. Et c'est comme quand on se crée son entreprise avec son adresse nom de domaine. Donc, c'était à l'époque, c'était avec Hélène, justement. Moi, je ne suis pas sur Gmail, non. J'ai été sur OVH, j'ai acheté tous les noms de domaine possibles avec HappyPay dessus. Et j'en ai pas mal, hein, ça me coûte, mais je me dis, c'est pas grave, tout ça m'appartient. Donc, c'est à moi. Très bon réflexe. Donc, Je ne peux que valider Ouais. tout ce Voilà. que Fatina a Et dit. moi, je suis très carrée. J'aime bien la sécurité. Donc, Oui. la sécurité De la veut même dire, façon. quand je bossais en agence de pub quand j'étais jeune, je disais je gère la merde. En fait, il faut anticiper Oui, la c'est merde ça. possible. Du coup, c'était ça, hein, quand le métier de productrice, tu avais de l'imprimerie, des machins, des trucs. S'il y avait une coquille et que tu avais 20 000 catalogues qui étaient partis, et que toi, tu étais la petite salariée de 25 ans. Donc, c'était ça notre stress permanent. D'où l'anticipation, d'où se mettre en sécurité en pensant à ce qui pourrait Ben arriver. oui, mais c'est C'est notre ça. métier, c'est notre métier à tous les trois d'anticiper le risque. Donc moi je suis d'accord, il faut faire un peu peur, mais il faut pas faire juste peur et on en Voilà. reste là. Comme Non, on mais disait, vous non, amenez des solutions bah, à chaque toujours, fois. faut toi, en à trouver. chaque Bah, fois. c'est notre but. Et les gens viennent nous voir pour ça. Et puis tout à l'heure tu parlais d'être réactif et moi je me disais mais en fait plus qu'être réactif notre rôle c'est aussi effectivement d'anticiper et moi je me souviens avoir il y a un dicton de management là qui dit anticiper pour aller vite mais pour moi c'est ça, c'est se poser je sais jamais en amont en aval avant les bonnes questions pour effectivement gagner du temps, Ouais. envisager les différentes possibilités et que à partir du moment où la décision est prise ça déroule et ça va vite et c'est Et à quel moment la bascule de l'expertise fait qu'aujourd'hui vous êtes en mode, là vous voyez que vous allez surfer, là vous voyez que vous avez la solution bien avant que la personne l'ait formulée. l'expérience, Ouais. je pense. Tu l'as Moi, senti je comment ce flow là? À quel moment il est Non, mais arrivé? moi, je sais pas. Moi, je m'aperçois que, enfin, ma philosophie et ce que je mets en place, c'est toujours la même logique. C'est l'idée de faire un petit peu tous les mois. Je dis souvent que la gestion ou la finance, c'est du désherbage. Il faut en faire un peu tous les mois pour pas se laisser déborder. Et ce matin, je me suis dit que c'était aussi du bricolage. Parce que quand on fait le bricolage soi-même, on est capable d'aller refaire là où c'est pas bien fait. Alors que si on le fait faire à quelqu'un, on va se dire, ah mince, ma cuisine elle est posée, mais le meuble il est pas droit, comment je fais, j'ose pas y toucher. Alors que si c'est nous qui l'avons posé, on va démonter, on va remettre. Mais c'est la même chose sur un prévisionnel. C'est marrant, ce que La tu façon dis. dont C'est on a vrai. construit son fichier Excel, on va être capable de dire, attends, ah oui, ce point-là je l'avais laissé de côté, là je rentre dans le détail, cette fois-là j'ai le temps. Ou, enfin voilà. Et donc le fait de faire un petit peu, de faire soi-même. Alors, mais j'ai pas dit qu'il fallait faire tout seul et on sait pas tout faire. Sous Et réserve il faut- d'être accompagné, je suis Bien d'accord. sûr, Ouais. bien sûr. Et j'utiliserai pas le mot de coach, mais il y a cette idée d'accompagner, de dire. J'avais une cliente il y a pas longtemps qui me disait ah non mais moi je sais pas faire. Et bien sûr que si tu sais faire. Je vois bien que dans
les échanges qu'on a, tu sais faire. C'est t'oses pas à faire. Donc, allez, viens, on va faire ensemble, et la prochaine fois, tu feras toute seule. Et ça. C'est marrant ce que tu dis, parce que ça m'a fait écho quand je vous ai écouté tout à l'heure sur le fait que vous étiez passionnés par votre métier, tous les trois, hein, de l'envie de l'expliquer, que les gens. Les gens l'aiment. Et en fait, je me suis dit, tu parlais de haute technicité, oui, mais en fait, le mot qui m'est venu, c'est artisan. Parce que vous avez la technique de l'art, en fait, de l'artisan, et en même temps la passion de l'artisan. Et quand tu dis bricoler un petit peu, mais il y a de ça aussi, c'est pas être juste donneur d'ordre, mais c'est y aller, mettre la main à la pâte, aller être près des gens, comme les compagnons quelque part, leur donner envie de faire par eux-mêmes, de comprendre par eux-mêmes, etc. Je sais pas, ça vous parle cette notion d'artisan? Moi, je modère un peu ton propos sur la partie juridique si les clients eux-mêmes bricolent. Parce que si tu veux, nous, c'est pas très valorisant. Parfois, j'entends. Non, c'est pas ça, c'est pas que c'est mal. Ils bricolent, et parfois beaucoup bricolent. Et le bricolage, c'est en gros d'aller piocher des conditions générales de vente un peu à droite à gauche, des bouts de contrat, des machins. Alors, encore une fois, j'essaie d'être toujours positif. Non, mais je pars du principe de dire que non, mais c'est mieux que rien du tout. La plupart du temps, parce qu'on n'est pas souvent contre la loi, on ajuste, etc. Donc, c'est mieux que rien avoir, d'avoir juste un devis et puis 3 conditions que j'ai chopées à droite à gauche, c'est mieux que rien avoir du tout. Mais de faire que du bricolage, effectivement, d'aller... C'était pas la même notion de bricolage. Je sais bien, j'ai parfaitement compris. Et c'était pour réagir à... Tu as mis un mot important, c'est à condition d'être accompagné. La personne peut bricoler sur Excel et derrière, la personne peut faire ses conditions générales et nous les faire derrière. Mais bien sûr. C'est ça qui est intéressant, c'est pas juste être passif, mais d'être actif, accompagné. Par exemple, dans la paye Fatine, soit tu la gères complètement, mais sinon tu travailles avec des équipes qui sont dans l'entreprise. Tout à fait, des clients en particulier, il y a une RRH, une responsable des ressources humaines, et une chargée RH. Donc en fait, il y a un système où on est organisé pour que les éléments variables de paye arrivent chez moi, justement, via cette JET, justement, elle dépose tout, donc tout est là-dedans. Et moi, je vais récupérer les informations, et après, si j'ai des questions, je pose des questions. Mais là, pour le coup, sur ce dossier-là, je n'ai pas de contact direct avec les salariés. Donc, de temps en temps, j'en ai quelques-uns qui vont m'appeler. Là, de la même façon, il faut qu'ils soient satisfaits. Donc, il faut apporter une réponse et les accompagner. Et généralement, c'est toujours des situations un peu particulières. Soit c'est suite à un licenciement avec un arrêt maladie qui a duré depuis 1 ou 2 ans. Donc, moi, c'est ce que je dis. En fait, derrière, c'est des humains en fait, qu'on a en face de nous. Donc, il faut les prendre en considération. C'est pas toujours une situation positive, donc il faut vraiment être bienveillant. On peut pas faire mon métier, moi, s'il n'y a pas de bienveillance. Donc, si on veut faire que du chiffre, non, ça ne fonctionne pas. C'est des humains, il faut vraiment les accompagner. Et de la même façon pour le dirigeant aussi. Donc, on s'adapte en fait au niveau des personnes qu'on a en face de nous, en fait. Et donc, moi, le mot artisan, j'aime beaucoup. En fait, c'est la première fois que je l'entends comme ça. Je l'avais pas vu comme ça. Et je trouve que c'est très valorisant parce qu'en fait, en créant des solutions, on crée quelque chose, en fait. En trouvant des solutions, on crée quelque chose. Donc, on ne va pas contourner, mais on va essayer de rester dans la légalité sans que... Moi, c'est ce que je dis à mes clients. Moi, mon but chez mon client, ce n'est pas le client en tant que tel, c'est sa société. Donc, soit il est en nom propre, soit il est en SARL, en SAS. Et moi, mon travail, c'est de faire prendre le moins de risques possible à la structure. C'est ça, mon travail. C'est de la gestion de risques. C'est social. Et après, de lui expliquer, de sécuriser son réglementaire. Moi, ce que je découvre, en fait, c'est que votre métier, il est hyper créatif. C'est ce que j'étais en train de penser. En fait, vous êtes en train d'inventer, de proposer, de contourner, de construire des choses. Alors, pour moi, c'était un métier ultra rébarbatif. C'était, on apprend la loi, on l'applique. Non, mais j'avais une vision fausse, mais je l'avais jamais été creusé non plus. Et c'est vachement intéressant de vous écouter, de vous dire, mais finalement, ce qui est intéressant comme tu dis le droit, c'est pas d'appliquer le droit. Non. Voir comment tu peux faire avec pour trouver une solution. Moi, je prends souvent l'exemple, parce que c'est mon domaine, c'est la loi informatique et liberté. La loi informatique et liberté, elle date de 1978. Elle est toujours applicable à l'heure actuelle. Et tu te dis, mais comment cette loi peut être appliquée aux NFT, au Bitcoin, aux iPads, à l'IA potentiellement c'est toujours le cas. Parce qu'en fait, on a des principes généraux qui sont décrits dans cette vieille loi, qui a 45 ans, et on va essayer, nous, praticiens du droit au quotidien, d'aller justement chercher ces concepts-là pour faire intégrer le problème d'iPad, le problème d'intelligence artificielle, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas plein de nouvelles lois et de nouvelles réglementations sur tous ces sujets, parce qu'il faut des points précis quand même, mais le socle de ce droit, c'est un document basique. Le code de Napoléon, il de 1808, on l'applique toujours. Et donc, on va... Mais justement, comment ça a pu être conçu
pour que ce soit que tout puisse rentrer dedans? Par exemple, le code Je dis de la ça en route. blaguant, c'est comme la Bible, hein, mais- Il y a un peu de ça. C'est ça. L'idée était les penseurs et ceux qui ont rédigé les différents codes ou les différentes lois pensent toujours faut pas que ça soit une loi qui soit appliquée que pour 3 ans. L'idée, c'est que ça dure le plus longtemps possible. c'est des principes. C'est un peu des principes. Exemple, code de la route. Le code de la route te dit, tu as l'interdiction d'avoir un objet qui te gâche la vue pendant que tu conduis. On a un client qui nous appelle parce qu'il se fait arrêter parce qu'il a un iPad sur les genoux pour avoir avec Plan ou Google Maps pour lui indiquer son... Juste. Oui. Tu ne Exactement conduis pas. pareil, sauf qu'il était en train de conduire. Le policier ou le gendarme l'arrête en disant « Vous n'avez pas le droit d'utiliser un iPad sur vos genoux ». Et le code de la route te dit « Oui, mais l'élément doit être face à ta vue et t'empêcher la conduite », ce qui n'était pas le cas. Et ben du coup, on a fait relaxer le client sans difficulté, puisque la loi ne mentionnait pas l'iPad, et pourtant c'était parfaitement le cas. Donc c'est rigolo. Non, elle mentionnait le fait que c'était un problème si on avait quelque chose qui Un obstruait la objet, vue. donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un iPad, un iPhone, peut-être un hologramme. Et dans tu parlais quelques- d'IA, et justement l'IA, on en est où à qui appartient quoi avec cette IA qu'on utilise abondamment et moi je On m'amuse s'interroge. à fond là, mais On s'interroge encore, il n'y a rien d'acté. Pour l'instant, j'enseigne, c'est compliqué avec les Ouais. étudiants parce que il se pose beaucoup de questions. on se les pose aussi en fait. Mais en l'état, ça appartient à personne. Ce qui est produit par l'IA n'appartient à personne. D'accord. On se pose des questions D'accord. parce que notamment au niveau européen, on va avoir un règlement un peu comme le RGPD qui va gérer la partie IA. Mais c'est pas encore le cas. Et donc l'idée est de trancher parce que certains pays, par exemple, ont déjà acté que le résultat obtenu par l'IA, ChatGPT, j'ai fait une requête, il me sort un petit texte. À qui appartient ce petit texte? Parce que vous et moi, on rédige un petit texte à l'heure actuelle, on est propriétaire de ce texte et on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut interdire aux autres de le recopier. Là, je fais un petit texte sur ChatGPT, je suis pas propriétaire et ChatGPT n'est pas propriétaire non plus. Donc OpenAI Donc qui c'est a créé. un objet qui flotte là. Qui flotte, qui est un peu on pourrait considérer presque, non pas de l'open source, parce que l'open source, il y a un propriétaire, Ouais. mais c'est vraiment quelque chose de sans objet, qui appartient un peu à tout le monde et à personne, pour l'instant. Ce qui est la propriété de quelqu'un, c'est le créateur de l'algorithme de ChatGPT. Ça, c'est lui qui est propriétaire du code du logiciel. Ça, oui. Mais par contre, sur la production, pour l'instant, on n'a rien. Donc après... Ça existe des objets comme ça? Il y a déjà eu des cas de choses générées qui n'existaient. Alors, tu as une Peut-être existence... la nature, on peut dire qu'elle est. Non, parce que la nature, elle va appartir soit au domaine domanial d'une collectivité, donc elle appartient toujours à quelque chose. Les eaux, t'as les eaux territoriales qui appartiennent au pays, mais t'as les eaux internationales qui sont Ok. réparties entre les Donc différents c'est pays. presque inconcevable aujourd'hui de se dire qu'il y a ce truc Bah, cette bulle. presque oui, parce que en fait, et surtout le droit ne sait pas pour l'instant gérer ça, parce qu'en fait, le droit, il fonctionne avec la personnalité morale. On parlait de la société. La société, nos différents métiers vont venir en soutien de la personne morale généralement, et pas du dirigeant en tant que personne physique. Et là, le problème, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas une personnalité juridique. Mmh. C'est un programme informatique qui délivre des choses, mais elle n'est pas protégée par quoi que ce soit pour l'instant. Donc les différents pays s'interrogent. Donc soit ça va être celui qui a créé le logiciel qui sera propriétaire de toutes les choses que l'intelligence artificielle va produire. Soit c'est la personne qui a fait la petite requête en disant bah moi je veux le petit texte sur je sais pas quoi. Donc est-ce que ça va être lui le propriétaire? Est-ce que ça sera l'intelligence artificielle en elle-même qui sera propriétaire parce qu'on va considérer qu'elle a une personnalité juridique? On n'en sait rien pour l'instant. Pour l'instant, on se rattache en disant que toutes les œuvres qui sont générées, ou enfin les œuvres, les produits qui sont générés, parce qu'on considère quand même que c'est des œuvres. D'accord, mais ça rentre dans la catégorie œuvre. Œuvres, Ça mais peut pas être une copropriété? ça peut être une copropriété, par exemple, si la personne, ça a notamment été le cas aux États-Unis, d'une bande dessinée qui a été produite en partie par l'intelligence artificielle, et on a considéré que c'était moitié l'intelligence artificielle, moitié l'auteur initial. Donc voilà, on essaie de se rattacher Ouais, encore des une romans fois publiés au par petit bout. machin avec l'aide de- Exactement. Et je crois qu'il y a un pays, effectivement, qui a reconnu l'intelligence artificielle comme étant l'auteur de ses propres œuvres. C'est pas en Corée ou au Japon, ils ont nommé un PDG. Le PDG, c'est une IA. Hmm. Et donc, du coup, la personne morale, enfin physique Tout à fait. représentative de Ouais. l'entreprise, c'est une IA. Oui, tout à fait. Je sais pas comment quelqu'un. En droit français, c'est impossible à C'est- l'heure je sais actuelle. pas ouais. comment on est, là, C'est mais, impossible, impossible. Mais voilà, c'est en discussion et ça bouleverse clairement, notamment le droit de la propriété intellectuelle, parce que nous, notre sujet, c'est plutôt de se dire, mais
l'intelligence artificielle, pour produire un contenu, elle ne crée pas quelque chose toute seule. Elle va être obligée d'aller regarder tout ce qui se fait déjà. Et ensuite, je demande à l'IA de me produire un tableau de Gauguin. Elle va aller regarder tous les tableaux de Gauguin qui existent déjà. Et donc, elle va potentiellement prendre des petits bouts de tous les tableaux existants de Gauguin pour créer un nouveau tableau. Mais est-ce qu'elle avait le droit d'aller chercher tous les tableaux de Gauguin qui sont protégés par la propriété intellectuelle? Ça, cette approche-là serait celle qui pourrait protéger l'humain de sa capacité à faire quelque chose. Bah oui. Ce serait le seul blocage, parce que là, sinon, voilà, j'en vois pas en fait. Ça peut détruire tous les métiers et prendre. Bah, le problème, c'est que le droit s'oriente un peu là-dessus, en disant que les nouveaux règlements disent, mais en fait, l'intelligence, elle a le droit d'aller fouiller dans tous les contenus qui sont déjà protégés, sauf si les auteurs mentionnent on veut pas. Et sauf que personne ne le fait. Enfin, c'est difficile à faire. Sauf, bon, petit à petit, encore une fois, avec la vulgarisation, on va apprendre à tout le monde à dire, bah, refusez bien, hein, si vous voulez pas que votre image ou votre tableau, votre dessin, il soit pas reproduit. On s'est retrouvé à noter à l'université, on s'est retrouvé à noter des restitutions la semaine dernière, des notes en fait, des notes de synthèse et de problématiques. Et on tombe au milieu d'un document où il y avait la formule, en fait, ChatGPT, mais qui n'avait pas été reformulée. C'était marqué, je sais plus quoi, analyse critique. L'analyse critique est quelque chose que vous devriez prendre comme ci, comme ça. Vous avez oublié de reformuler. Bon, on sait je pense que pour tous les étudiants, c'est passé plus ou moins dans les mains de ChatGPT. Ils seraient couillons de ne pas le faire. Mais là, on s'est dit, bon, bah, on va pas mettre 0 parce que c'est pas un plagiat. C'est juste qu'il n'a pas été assez malin. Donc, on a dit, bah non, ça peut pas mériter la moyenne. Mais on était bien embêtés. Et on sait qu'on va être embêtés pour noter des choses comme ça et les justifier. D'où on est obligé de s'interroger au droit. On a dit tout à l'heure que le droit, l'axe, enfin le socle, c'est de protéger les humains. Ouais, mais oui. Comment, par rapport à cette IA-là, comment les gens du droit, enfin toi et puis tes collègues, garder ce socle-là face à cette nouvelle problématique-là? Est-ce que c'est vraiment le socle en disant il faut qu'on trouve une solution qui va continuer à protéger l'humain, ou est-ce qu'on sort même de ce socle-là aujourd'hui? En fait, je pense que pour contourner un peu ta question et pour nous permettre à tous les trois de répondre, non, c'est pas ça, mais c'est que, en fait, on se pose la question, nous, fonction support, encore une fois, j'aime pas ce terme-là, mais fonction accompagnant, artisan, fonction artisan, on va redire que c'est assez chouette. On s'interroge sur est-ce que l'IA va pas nous remplacer nous aussi? C'est-à-dire sur la paie, on va pas automatiser les choses. Sur le droit, on va... là, vous posez une question à ChatGPT sur le droit, en tout cas la version 4, celle qui est à peu près à jour. Il va vous dégueuler, vous vomir tous les textes juridiques et vous formuler. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'avocats. On a des avocats par l'intelligence artificielle qui défendent en ce moment... aux États-Unis des procès. Pour la finance, je pense que ça peut être, on va automatiser de plus en plus les process. Donc nous, nos métiers sont un peu sur une balance. Et comment on fait pour tous les métiers. Tu peux avoir un coach. Non, mais nous aussi, on est concernés. Tout le monde, il n'y a pas une personne qui peut. Donc pour éviter ça, sauf à faire un truc. L'humain. Encore une fois, on en parle depuis le début, c'est de personnaliser au mieux l'intelligence artificielle. Encore une fois, elle invente rien. Elle applique des principes de base qui sont rentrés dans l'algorithme. Donc elle ne pourra jamais savoir ce que pense le dirigeant, comment il s'est levé le matin, qu'est-ce qu'il a envie, c'est quoi son objectif. C'est nous qui allons poser ces questions-là parce qu'on est experts dans nos différents domaines. Il n'y a pas de... C'est un outil. Hein. Mais par contre, on parle beaucoup de professionnels augmentés maintenant. Oui, c'est ça. Il ne faut pas en avoir peur, il faut au contraire le prendre à l'utiliser. pour augmenter ses capacités. Ah bah ça, c'est vrai. On s'adapte avec cet outil-là et voir ce qu'on peut faire, mais après, tous les métiers sont concernés. Donc, dans la paye, ça se manifeste comment, l'IA? Parce que la compta, je vois, le droit, je vois, la paye... Pour l'instant, je vois pas. Tu peux avoir t'as forcément une forme d'IA quand il y a toutes ces solutions clés en main ou les feuilles de paye. Tu appuies sur un bouton et tous les critères sont réactualisés. Là, on arrive à la théorie du presse-bouton qu'on nous a sorti toute ma vie. Bah j'ai entendu toute ma vie, on appuie sur le bouton et ça se fait tout seul. Il y a des sociétés, c'est Payfit, qui s'est vendu là-dessus, d'une certaine façon, on travaille comme ça. En fait, ils vous mettent un logiciel en place, enfin un système, et c'est le client qui va remplir avec ses données, et c'est ce qui va permettre après de produire le bulletin de salaire. Théoriquement, c'est en mode SaaS, donc du coup, c'est actualisé en continu. Mais ça a ses limites. T'as délocalisé l'intelligence. Mais Payfit, c'est un logiciel. Il n'y a pas de dimension conseil. Ça ne va pas aider à rédiger un contrat de travail. C'est ça. En fait, ça va dépendre de ce que veut le client. Moi, c'est ce que je dis. Organiser un licenciement ou un PSE, ou ça va produire du sur toutes les situations particulières, il n'y aura pas de répondant. En fait, c'est pour gérer la masse de manière générale. Je pense même à des réglementations. Ok, on fait des bulletins de paye, mais on fait l'autre partie. Tu as dit de la même façon, ok, tu fais un règlement de jeu, enfin, trouver la solution derrière. Bien sûr. C'est tous les trois. Moi, j'ai pas le droit de faire la compta. On voit que l'IA est un outil finalement de plus
un levier de plus. Et quand vous étiez là, vous étiez des artisans créatifs. Finalement, c'est comment vous êtes devenu encore plus créatif ou créatif avec ce nouvel outil. C'est comment ça va enrichir votre créativité pour trouver des solutions. Parce qu'on revient à ce que disait Sophie, c'est l'expérience. C'est qu'à un moment donné, en fait, chaque situation, elles ne sont pas pareilles. Les entreprises ne se ressemblent pas. Elles n'ont pas les mêmes besoins au même moment. Donc, l'IA peut apporter des solutions, mais elle ne va pas aux dirigeants, elle ne va pas s'intéresser à sa vie personnelle, elle va pas regarder toute cette Elle partie-là. va pas Et regarder donc, le contexte non, dans lequel pas il du évolue. tout. Je te coupe Oui. 2 secondes. Sophie, tu racontais l'exemple, c'était chez Casto, où tu étais descendu, tu avais un truc comptable qui était bizarre. Une Et valeur de stock qui me paraissait hallucinante. Et je me dis, il y a un truc qui va pas là. Et donc, le fait d'être sur place dans le magasin, je suis allé dans la réserve. Et oui, j'ai vu qu'effectivement, il y avait une promo qui arrivait. Quand j'avais pas tenu compte de l'info. Et dans la distrie, on me dit, on est tanké en stock. Et là, voilà. il y avait une raison. Tanké en stock. Ça te donnait du sens à ton chiffre. Ouais. C'est ça, de toute façon, le contrôle de gestion, et c'est ça ma mission. C'est pas juste de faire mouliner des chiffres, mais c'est comme la paye. C'est donner un sens à ces chiffres, très clairement. Analyser, et c'est là que moi je dis, on a notre utilité justement par nos expériences, c'est qu'après, en finance, ces chiffres, on peut leur dire ce qu'on veut, mais, mais voilà, justement, on peut avoir plusieurs scénarios. Moi, quand je fais du pilotage de masse salariale, on travaille sur des hypothèses. Donc l'IA va pas tout prendre en fait. Donc quoi qu'il arrive, il faudra bien un humain à un moment donné pour dire on pourrait aller faire ça, mais attention, il y a ce cas-là, on sait qu'il va sortir dans 1 an ou 2 ans parce qu'il est proche de la retraite, donc il faut le prendre en considération parce qu'il va peut-être nous coûter cher parce qu'on a une grosse indemnité de licenciement à sortir. De la même façon, quand on a un contentieux prud'homal, il n'arrive pas tout de suite, on reçoit une notification, nous on peut passer une écriture comptable pour dire qu'on prépare une provision pour ce prud'homme, mais il va peut-être arriver dans 1 an, dans 2 ans, et peut-être qu'il y aura un cours d'appel, et puis après c'est jusqu'en cours de cassation. En fait, c'est pour ça que l'humain, il est toujours important. Donc moi, je me dis que c'est un outil, mais il faudra toujours que mon client parle à un humain pour lui expliquer un petit peu ce qui se passe et pour pouvoir justement apporter ce qu'on disait de l'anticipation et de la vision. Je ne vois pas comme une contrainte. Ah non, moi non plus, pas du tout. Pas encore, puis on va devoir s'adapter. Mais de toute façon, à partir du moment où on se met à son compte, c'est ce que je me dis, on s'adapte. On n'a pas le choix, en fait. On est une catégorie en fait, de population, on parle très peu de nous en France, mais les dirigeants d'entreprise s'adaptent, passent leur temps à s'adapter. On ne nous pose pas la question si on veut ou on ne veut pas. On nous dit c'est comme ça, on s'adapte, on voit comment on peut faire, on voit le nombre de risques financiers pour chaque chose, est-ce qu'on le prend ou on ne le prend pas, donc on se pose des questions. Il n'y a rien qui est tout simple. Et puis on a eu une émission ici sur le sens au travail, et il y avait Caroline Ruillier qui est universitaire à Rennes et qui parlait, donc il y avait une DRH et une personne qui a un cabinet de recrutement, et donc on parlait du sens au travail, des salariés, etc., mettre le sens. Et Caroline nous a dit, en fait, le sens, la seule parenthèse qu'on a faite, pour le dirigeant, le sens n'est pas le même. Le sens, c'est son appétence au risque. J'ai trouvé ça génial. Elle a dit, on ne peut pas comparer le sens au travail pour un salarié et le sens au travail du dirigeant. Je vais revenir sur le risque, parce qu'au tout début, vous avez dit que vous êtes dans des métiers de risque. En fait, vous gérez le risque par l'anticipation, par rapport à la réglementation. Là, je voudrais revenir plus sur vous. Comment vous vivez, en fait, ce rapport au risque? Est-ce que c'est justement votre appétence à ce risque qui vous a fait prendre ces métiers-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est là au quotidien, que vous avez appris à dompter, ou est-ce que vous n'y pensez même pas? C'est quoi votre relation au risque professionnel, j'entends? Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis là sur le fait que le dirigeant aime le risque. Quand on regarde un peu la démarche effectuelle, enfin l'effectuation, justement, c'est une des choses que démonte Sarah Sarasvati, qui a développé justement, qui a interrogé des dirigeants pour savoir comment ils prenaient leurs décisions. On imagine qu'un dirigeant aime le risque, mais en fait pas plus que les autres, et donc il cherche justement à minimiser les risques. Intégré, c'est-à-dire que ce qu'elle expliquait, c'est que c'était intégré, c'était une dimension intégrée dans la logique du dirigeant. Que lui, le sens au travail, et il y a un moment, le critère de risque est important dans sa capacité à avoir la posture de dirigeant. Que le salarié, c'est pas un des critères qui va donner du sens à son travail. C'était juste cette différence. C'est son adrénaline un peu. Ouais, c'est ça. Et donc, la capacité à prendre le risque de plus, etc. Mais oui, l'effectuation, on est bien d'accord, c'est justement, c'est quoi le risque que je suis prêt à prendre ou pas à prendre, le critère. Mais ça, c'est votre vision du dirigeant, mais vous êtes en tant que... Vous travaillez dans le risque, puisque vous évoluez dans le risque. Vous devez aussi avoir une certaine stabilité quand en face, la personne est dans le stress. Donc c'est ces dimensions-là, comment vous les appréhendez? C'est ça ma question, c'est comment vous vivez ce risque. Je me suis permise de la C'est gentil de la reformuler. On va voir si ça marche mieux. Sinon, on est deux à se poser la même question. Je pense que ça vient avec le temps, en fait.
c'est quelque chose de naturel, en fait, on se pose pas... je ne pose pas cette question. Non, moi, j'ai pas non plus de problème nous, notre but est de donner les clés, de donner les risques, de donner l'éventail de possibilités aux dirigeants. Donc, on a un devoir de sachant, en fait, et ensuite d'expliquer en fonction des différents scénarios proposés, je sais jamais, proposés, quelles vont être les conséquences ou le risque pour le dirigeant. Et ensuite, c'est à lui de prendre sa décision. Après, il peut nous poser la question, mais vous, à ma place, qu'est-ce que vous feriez, par exemple? Et là, c'est pour le coup plus difficile, parce que je pense pas que c'est notre rôle de pouvoir se mettre à la place du dirigeant. On peut anticiper, de dire peut-être que ce risque-là est moins problématique pour vous, pour l'entreprise, pour les salariés, que celui-là. Donc, on va l'orienter quand même plus ou moins vers l'un ou l'autre des scénarios possibles. En revanche, moi, j'ai pas de difficulté à annoncer le risque, à prendre en charge le risque, à annoncer ce risque-là, parce que on pose souvent la question. Alors, c'est pas mon métier, mais je l'ai fait un peu au début. Vous savez, on pose la question, mais avocat pénaliste, comment on peut défendre un pédophile, un violeur, etc. Et je dis, je l'ai fait au début. En fait, on traite un cas. Donc, du coup, on n'a pas d'affect vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire qu'on peut entendre la détresse, entendre la difficulté, on est là dans l'écoute, mais on n'a pas l'affect. Et donc, ils nous appellent aussi pour qu'on n'ait pas cet affect-là, qu'on prenne la distance pour pouvoir les aider à prendre la décision. Donc, on traite un cas. C'est pas sans empathie, hein, mais on traite un cas pour lui permettre mais à c'est là elle. où vous sortez vos grilles d'analyse, vos expériences Exactement. et votre expertise, et vous pouvez conseiller, orienter, proposer des solutions. La différence avec moi, la posture que j'ai quand je suis dans une entreprise et que je fais un accompagnement, je me sens une obligation de réussite. Et si ça ne marche pas, je déplace le problème en disant ça va mieux en vieillissant, évidemment, mais voilà, j'ai failli, j'ai préconisé la mauvaise stratégie, puisqu'en plus de la préconiser, je la fais. Donc, moi, j'ai une obligation d'effectivité de mon conseil. C'est-à-dire qu'il faut que mon conseil soit le plus exhaustif possible et que j'ai pas oublié de conseiller quelque chose ou d'informer sur l'une ou l'autre des réglementations ou de l'orienter vers telle ou telle bonne personne. Après qu'il décide d'une mauvaise ou bonne solution, ça, c'est un peu moins mon problème. Non, je te rejoins quand même sur moi, il m'arrive d'être en conseil ou de faire. Enfin, d'ailleurs, oui, je peux être en conseil, accompagner ou faire à la place d'eux. Enfin, ça dépend d'où on met le curseur et je suis capable de faire les trois avec l'expérience. Et quand tu dis, je considère que j'ai failli en substance, c'est ce que tu dis. Ouais, enfin, plus jeune, oui. Ouais, et je pense quand même que ça fait cogiter et que c'est pas spontané que tu mets à distance et qui dit non mais c'est bon. Ah non, et c'est aussi un travail, donc c'est quand même que la nature humaine est faite de façon à ce qu'on il y a de l'empathie, oui, on s'inscrit dans... On fait un lien, tu évidemment. Tu disais tout à l'heure, comment tu vas dès que... Ouais, et je te disais aussi, quand on préparait l'émission, là, moi alors ça va pas être valorisant, mais je dis que je suis une plante verte, j'ai besoin que le dirigeant me parle quand tu dis Fatine, il me dit... J'ai noté comme une phrase, il faut que je la casse, mais quelques minutes, tu fais que la plante verte. Je veux qu'on lui parle. On dit qu'on faut parler aux plantes pour qu'elles soient belles. Mais moi, on parle pas de jeu de mots, hein. Non, mais moi, j'ai besoin d'avoir cette relation-là. Enfin, voilà, je sais que parmi les missions où je garde un poids dans l'estomac, un truc qui s'est pas bien passé, et d'ailleurs, ça aiguille mal dès le départ des dirigeants. Tu commences une mission, il est pas là pendant 2 semaines et il dit débrouille-toi. Non, c'est pas possible. Ou un dirigeant qui met plusieurs filtres, donc personne entre toi et lui. Moi, quand on disait tout à l'heure qu'on était des bras droits du dirigeant, on a besoin d'avoir l'information à la source. On va pas être dans sa tête, évidemment, mais il y a aussi des choses, nous aussi on est des dirigeants, nous aussi on est des chefs d'entreprise, nous aussi il y a des choses, des sentiments ou des émotions qu'on peut ressentir et on peut être dans l'empathie et se dire ma vision c'est celle-là, mais j'entends que cette décision est difficile à prendre parce que nous aussi on a à le faire et c'est la différence qu'on peut avoir peut-être aussi avec des conseils salariés, c'est que nous aussi, tous les jours, on va au charbon et on a aussi on sait ce que c'est. Mais oui, donc la relation, la confiance, parfois la complicité qu'il peut y avoir un dirigeant. En tous les cas, la confiance, c'est certain, c'est fondamental. Et c'est clair que moi, ça fait partie de mes plus grands kiffs, les missions où il y a une vraie
une bonne interaction avec le dirigeant et on sent qu'on est dans la confiance. Et c'est là qu'on est le meilleur en plus. Je pense que c'est là qu'en plus on a envie de se décarcasser. C'est là que la nuance, la frontière elle tombe. C'est là où on a envie de faire réussir. Vous encore auriez pu plus, être quoi. tout jeune chef d'entreprise, parce que vous y êtes venu un peu, pas immédiatement en fait. Alors le statut d'avocat associé, c'est... T'es dirigeant de ton oui. activité? Oui, complètement, pleinement. L'avantage, c'est que, contrairement à mesdames, j'ai la chance de faire partie d'un groupement qui est un peu plus gros, et donc on a la possibilité d'avoir notamment ce qu'on appelle du cross-selling, c'est-à-dire des échanges de dossiers, des échanges de clients, etc. Donc j'ai un peu la force du collectif qui est quand même assez géniale. Je suis pas tout seul, même si en termes de comptabilité, de structure, je suis tout seul. On a quand même cette force du collectif qui est assez intéressante. Pour répondre à ta question sur est-ce que je pouvais faire ça junior, non, impossible, parce que justement il y a quand même cette masse d'informations très importante de nos études qu'on vient de maturer, macérer, etc. pour être justement pleinement en capacité de pouvoir vulgariser, de prendre du recul, de pas avoir de difficultés trop d'affect vis-à-vis des clients. Et je pense que quand tu démarres, c'est impossible. C'est grâce à l'expérience que maintenant et encore, on a toujours un peu le syndrome de l'imposteur tout le temps, enfin même après toutes ces années. Pas tout le temps, mais ça peut arriver moi, parfois. quand on me met un dossier, un truc que je n'ai pas fait auparavant, oui, tu l'as forcément, pourtant on y arrive. Mais... moi, tant que ça c'est dans mon domaine, même si j'ai animé une formation la semaine dernière, bah oui, alors si là, tant que c'est dans mon domaine, même si je l'ai jamais fait, je me dis t'es capable. Parce qu'en fait, moi, dans ma proposition commerciale, moi, il y a un mot chez moi qui est important, c'est oser. C'est-à-dire que, voilà, après, il y a un côté aussi féministe, c'est-à-dire que pour les femmes, c'est aussi plus compliqué, c'est 2 fois plus compliqué. Donc, si on n'ose pas, en fait, il n'y a rien qui va se passer. Donc, je me dis, il faut être confiante, on va y arriver. Et après, moi, je sais que pour ma part, je suis exigeante avec moi-même. Je n'ai pas d'obligation de résultat. Vous avez mes clients, je leur dis bien. J'ai une obligation de moyens. Après, je vais vraiment mettre les meilleurs efforts pour obtenir un résultat et tout. Et donc, là, c'est arrivé dernièrement un dossier pour lequel les cotisations sociales, malheureusement, ne se sont pas déclarées. Donc, pendant pratiquement un an et demi, le client n'a pas payé. Donc, moi, je suis partie en vacances. On était un peu malade, parce que ça touche à mon travail. Donc là, on touche à la conscience professionnelle. Et donc là, pour le coup, c'est ce que je dis. Là, je suis à 8 ou 9 heures de travail où je suis en train de réparer la situation. Et je me dis, vous n'aurez pas de facturation, puisque là, il y a une bêtise qui a été faite à mon niveau. On va la réparer. Je sais que c'est compliqué parce que financièrement, il faut sortir de l'argent 1 an et demi après, donc c'est dur. On va trouver des solutions, on va trouver des échéanciers, mais voilà. Mais moi, en tout cas, je vais réparer et il faut que ça roule après. Et donc, tout à l'heure, je lui ai dit, si vous voulez partir, il n'y a pas de souci, je comprendrai. Et il m'a dit, non, je reste. Et pourquoi il reste? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas lâché. C'est toi qui avais fait l'erreur? Alors, même pas indirectement. Mais c'était de mon logiciel de paie, il y a quelque chose qui ne s'est pas déclaré. Donc qu'est-ce qui a fait qu'il est resté? Comment? Qu'est-ce qui a fait qu'il est resté quand même, malgré tout? Parce que ce qu'il a vu, c'est qu'aujourd'hui, son expert comptable, il l'appelle, il ne lui répond pas. Alors que moi, depuis que je sais ça, tous les mois, c'est au téléphone et tous les mois, je lui fais un point de la situation, où est-ce que j'en suis, de mon avancée, qu'est-ce que j'ai pu réparer, le virement qu'on a pu faire. Là, il me reste encore une caisse à laquelle je dois encore régulariser la situation, mais je l'ai eu tout à l'heure au téléphone et il est rassuré. Il sait que oui, ça va lui coûter, oui. Alors moi, je me suis excusée en disant ça vient aussi de chez moi, donc j'ai pris ma responsabilité. Et en fait, je pense que les clients aussi, ce qu'ils apprécient, c'est quand on prend sa responsabilité. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde. Il faut assumer, on a le droit de se tromper, l'erreur n'est pas une fatalité, il faut juste trouver des solutions pour pouvoir la réparer. Et derrière, écoutez, tout le temps passé, c'est pour ma pomme, c'est moi qui me suis trompée. Donc, on reconnaît ces équipes quand il y a un problème. Mais oui. Sinon, quand ça roule, c'est chouette. Mais, oui. Mais c'est toujours de ne pas lâcher quand il y a de l'adversité. Ouais. Donc, voilà, donc je sais qu'il va rester et je suis contente. Ça fait 1h15. Oh mon Dieu, c'est tellement passionnant. Je t'avais dit que ce serait passionnant. Je t'avais dit. Moi, je voudrais une dernière chose. Comment on conseille à des jeunes étudiants en GEA, en droit, en maths, comment on leur demande, comment on leur dit aller vers ces métiers, comment on leur dit de dire aux autres c'est super sympa mon métier? Sur les métiers financiers, je pense que moi, en tous les cas, moi j'y suis allée avec l'idée que j'aurais une vision globale de l'entreprise. Peu ou prou, il y a quand même beaucoup de flux qui deviennent des flux financiers en entreprise, et ça, je trouve ça passionnant, le nombre d'interlocuteurs auxquels
on a à faire. Je trouve que ce sont des métiers, alors je vais simplifier en disant le comptable, même si moi j'ai pas le droit de faire de la comptabilité, c'est l'expert comptable quand c'est externalisé. Je tiens à le dire parce qu'il y a une vraie chasse aux sorcières, donc j'en ai pleinement conscience et je ne le fais pas, même si je sais faire de la comptabilité, je peux conseiller sur la façon d'organiser l'information, je ne fais pas la comptabilité. Cela dit, c'est un métier qui est en pleine évolution. Aujourd'hui, il y a plein de logiciels, on parlait d'IA, on n'est plus à nourrir un système, mais on doit être capable de le paramétrer, de le contrôler, de le faire parler. Donc c'est des métiers qui sont en pleine évolution, le fait de faire de la saisie comptable par exemple, ça n'existe plus. Il y a aussi plein de choses avec la BI sur le métier de contrôleur de gestion, du contrôle de gestion et du coup de la direction financière. Il y a toutes ces avancées sur la comptabilité tripartite, sur le fait d'intégrer ces dimensions RSE dans la comptabilité. C'est ça, tripartite, je voulais te... Ouais. C'est Donc comment on regarde le financier, mais pas que ça. Et justement, les financiers sont trop vus comme étant... ceux qui les voient pensent trop à l'argent. Fun aussi. Un financier oui, un DAF, alors que comme tu parles de ces pense... choses-là, aujourd'hui, vous prenez aussi le plaisir, comme les avocats qui arrivent sans cravate, vous prenez aussi plaisir à vivre dans votre des temps. DAF qui arrivent en basket, il y en a aussi. Ouais. Et du coup, là, il y a vraiment un virage dans ces métiers-là, et c'est vraiment, c'est encore plus riche qu'avant, quoi. Enfin, le fait de se dire, de réfléchir à un modèle économique pour qu'une entreprise soit efficiente et pas juste efficace, donc qu'elle tienne compte de la dimension financière, mais aussi de l'impact social et environnemental qu'elle peut avoir. Comment elle optimise tout ça, c'est hyper intéressant. Donc, venez, il y a plein d'enjeux et ouais, c'est hyper riche. C'est technique, c'est humain, il y a un peu de tout. Je sais pas comment vous voyez les choses. Je pense qu'il faut dire, comme tu l'as parfaitement dit, que c'est des métiers hyper sympas, en fait, parce qu'on pense que c'est des métiers austères, et en fait, il faut dire que on peut venir en basket maintenant, enfin pas partout, mais chez des gens sympas, on peut venir en basket, qu'on peut rigoler, parce que c'est très austère, encore une fois, on pense que c'est austère notre profession, mais moi je pars du principe que si je rigole pas une fois par jour, et pourtant je fais un métier très sérieux, et qu'on gère des risques, et on peut gérer des millions d'euros pour nos clients, et c'est pas pour autant qu'on peut pas rigoler, faire très bien notre métier, mais avoir aussi de la légèreté hors des moments où il faut être sérieux, parce que c'est aussi ça qui est important. Ce que j'aime beaucoup aussi dans mon métier, c'est que le matin, tu te lèves, tu sais jamais comment va être ta journée. Et ça, c'est assez génial parce que moi, je n'ai pas trop l'ennui et je m'ennuie assez vite. Et donc, tu peux travailler sur un petit dossier le matin, un énorme l'après-midi, partir en audience le cas échéant, voyager, enfin, tu peux faire plein de choses. Tu fais un peu ce que tu veux et ce que tu as envie d'avoir. Et tes clients te ressemblent, je trouve, parce que en fonction de la personnalité, on reconnaît... tu reconnais tes erreurs, tu es réactif, t'es pas réactif, t'es sympa, t'es pas sympa au téléphone, tu réponds pas. Les clients vont s'adapter ou tu vas t'adapter, mais je pense que c'est plutôt les clients qui s'adaptent. Donc ça, c'est super positif. Il y a autre chose que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir, dans ma matière, avoir un peu en exclusivité tout un tas de projets qui vont potentiellement révolutionner demain, puisqu'on est soumis au secret professionnel. Et donc, en exclu, tu vas avoir une nouvelle appli, un nouveau site web, une nouvelle technologie, et ça, c'est assez chouette. Donc, c'est vraiment l'évolution. Tu ne travailles qu'avec des choses qui sont... exactement. On a parlé de l'IA, Oui. Des choses qui n'existent pas encore. Et t'es pas obligé que d'appliquer le droit. C'est-à-dire que, comme je le disais, on va avoir des vieux textes et on va devoir, nous, les adapter avec des nouvelles problématiques, des nouveaux développements, de l'actualité, etc. Et ça, je trouve ça assez génial parce qu'on s'ennuie jamais. Et voilà, on peut faire ce métier avec plein de joie et de bonne humeur. Et donc, venez aussi hyper nombreux chez nous. Ok, la battle continue. Alors, le métier, il n'est pas très vieux en fin de compte parce qu'il a évolué de plusieurs façons, parce qu'à la base, les payes étaient faites par les gens de la comptabilité. Moi, ça fait 20 ans que j'ai ce métier-là, donc aujourd'hui, on parle de payeurs, de vrais payeurs. Hein, donc là, je peux vous dire, c'est à chercher dans toute la France. Hein, si vous voulez faire un métier, c'est le mien. Après, le mien, il est intéressant parce qu'on joue avec du droit social. On est un service important quand on est en entreprise parce qu'on travaille avec tous les autres services. On est très transversal. Donc, on a différentes populations, de l'employé jusqu'au cadre. Donc, ça nous permet aussi de balayer assez large au niveau des personnalités. On a un métier financier. Je sais que voilà, on peut pas aller en paye si on n'aime pas les mathématiques. Il faut quand même
aimer le droit social parce qu'il faut savoir l'interpréter. Et à côté de ça, moi, j'ai toujours dit, moi, je ne fais que traduire des phrases de droit en mathématiques. C'est ça mon travail. Donc, voilà, donc faut aimer un peu les mathématiques, mais c'est hyper intéressant, c'est valorisant parce que quand votre salarié repart en se disant, je suis satisfait d'une réponse qui m'a été apportée, en fait, on a des satisfactions qui sont tout de suite. Quand vous avez des bulletins de paie, vous les produisez, que personne ne revient vous voir en vous disant, il n'y a pas d'erreur, vous êtes satisfait. Et ça, on peut l'avoir tous les mois, en fait. Donc, on est vu différemment aussi dans l'entreprise, qu'on est les ressources humaines, donc on est au courant de leur vie aussi. Ils nous partagent des choses aussi, des choses intimes, personnelles aussi. Donc, on gère plusieurs situations. Et voilà, donc si on aime l'humain, oui, il faut aller dans ce métier. Et, clairement, il y a plein de choses à faire. Merci vous trois, je savais que ce serait passionnant et qu'il y aurait des choses incroyables qui sortiraient d'a priori quelque chose d'austère, mais je t'ai montré, je t'ai convaincu, ils t'ont convaincu. Oui. La conclusion, le mot de la fin, la minute d'Arnaud. Alors j'ai un challenge, c'est faire une synthèse de tout ce qu'on s'est dit en une minute. Non, Ce que je n'arrive jamais à faire. Il n'y arrive jamais. La minute. Alors j'ai entendu plein de choses, je n'ai pas pris des notes parce que j'étais captivé à un moment donné par ce que vous disiez, donc ça sera que partiel. En tout cas, comme tu as dit, c'est des métiers qui paraissent austères, que l'on méconnaît beaucoup, tu as dit des métiers même récents, que l'on méconnaît, qui sont des métiers très réglementaires, vous êtes quand même adossé à des fortes réglementations, et aussi du risque, parce que finalement vous êtes quelque part des gens qui devaient contourner cette réglementation, jouer avec cette réglementation, faire le risque. Et je l'ai noté tout à l'heure, vous êtes en fait des artisans créatifs qui faites équipe en fait avec les dirigeants. Vous êtes seul, même si c'est des métiers individuels, vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours en équipe avec le dirigeant pour aller non seulement traiter la donnée brute, ce pour quoi on vous paye, mais ce qui était intéressant, c'est que c'est pas cette donnée qui vous anime en tout cas, c'est la valorisation de cette donnée à la fois en termes d'outils stratégiques pour le dirigeant et d'outils pédagogiques pour les salariés et les dirigeants. Et que c'est ça qui crée quelque part le sens de votre travail, c'est être utile aux gens. Comme je disais, c'est très satisfaisant d'avoir une paye qui est bonne, d'avoir le droit qui est respecté, d'avoir un plan comptable, enfin, un compte d'exploitation qui est optimal. Finalement, vous êtes vraiment au service des humains, des gens, des entreprises, des dirigeants. Et vous avez besoin de ce sens-là pour avancer vous-même et pour embarquer avec vous les gens de l'entreprise. Et demain, vous serez des artisans créatifs augmentés grâce à l'IA, parce que votre métier, comme tu l'as dit, il y a de l'humain et il y aura toujours de l'humain. Et vous travaillez avec et pour l'humain. C'est ça que je retiens beaucoup. Finalement, la réglementation et les outils, ça n'est que le socle, mais votre ambition, c'est de travailler avec l'humain. Et j'ai retenu 3 mots, en confiance, en expérience, il ne faut pas être junior, et en présence, il faut être là. Il faut être là quand la personne a besoin de vous. Et c'est ça qui crée finalement la richesse de votre métier, c'est être toujours présent à côté des dirigeants. Voilà ce que j'ai retenu et ça m'a passionné. Merci. Ça fait une minute, ça. Merci Arnaud. Merci. Non, ça fait bien 3 minutes, je pense. Bravo. Merci Arnaud, On va passer, merci. donc, Le mot de la fin, quelles sont vos actualités à tous les trois? Sophie. Pourquoi c'est moi qui commence? En fait, c'est toi. Plouf, c'est toi, Sophie. Mon actualité, je serai au salon Entreprendre dans l'Ouest dans 15 jours là, pour parler avec un courtier, justement on n'est pas tout seul parce que là je travaille avec une courtière et on fait la passation comment on voit le courtier et le financier, le banquier et comment on applique avec un DAF, comment le DAF met en musique ce à quoi il faut faire attention en fait. Et puis de facturation électronique. Et puis continuer à accompagner des entreprises innovantes comme je le fais depuis 5 ans maintenant sur être à côté du dirigeant, être bras droit du dirigeant sur le côté financier et rassurer d'apporter cette sécurité. Merci, Sophie. Pour rebondir à l'IA, vu que c'est un sujet, on a parlé de former et de vulgariser le droit pour ma partie, mais aussi la paye et la finance auprès de nos clients. Nous aussi, on doit se former parce qu'effectivement, on est beaucoup soumis à la réglementation, et notamment avec l'évolution des réglementations en IA. Et j'ai la chance de participer à une session de formation qui a lieu auprès des instances européennes. Donc j'ai fait la Commission européenne à Bruxelles, pardon. J'ai fait la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, et on finit
au Parlement européen à Strasbourg dans un mois pour parler du règlement sur l'intelligence artificielle, pour parler du Data Act, donc la protection et l'encadrement des données au niveau européen. Voilà, c'est aussi important d'aller se former auprès des grandes instances pour ensuite les redistribuer auprès de nos clients. Donc ça, c'est... Donc tu fais partie de... Alors, je fais partie de rien du tout. On a Tu l'impression de fais ce partie que je de viens de dire rien, que ok. je fais partie de tout un truc. Non, en fait, on assiste à des sessions de formation et on est formé par les instances, mais je fais Mais pas après, partie pour diffuser, au plus auprès grand nombre, du et notamment barreau. au niveau local, parce que ça, c'est l'ordre des avocats rennais qui nous permettent de participer à cette session de formation. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on forme les 1050 avocats à Rennes sur ces sujets-là, et pour qu'on diffuse cette information et que tout le monde puisse être au courant. Donc c'est bien, on va t'inviter à la prochaine émission quand on fera sur l'impact de l'IA sur tous les métiers. Tu pourras revenir. Ça, c'est l'actualité. Voilà. Merci Ludovic. Merci Hélène. Fatine, quelle est ton actualité? L'actualité, écoute, Hélène, après 5 ans de production, de s'implanter un petit peu en France, hein, parce que pour le coup, moi, mes clients ne sont pas à Rennes, ils sont un peu dans toute la France. Voilà, moi j'ai décidé de passer à la deuxième étape de la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire rentrer dans cette fameuse pédagogie et donc de produire prochainement les premiers podcasts de la paye. Donc c'est vraiment l'objectif de 2024, de voir quels médias on peut justement proposer ce type de pédagogie, puisque là, le 4 septembre, j'ai sorti avec BFM Business un article justement sur la clarté et la sérénité de la paye. Donc ils sont venus me chercher et donc on a créé quelque chose. Donc voilà, c'est la continuité, c'est-à-dire que la production, ça fonctionne. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape supérieure, la partie... Tu veux que tous les Français, Oui, ça, quand c'est tu vraiment- auras, c'est quand tu vraiment seras en l'objectif. retraite, C'est vraiment l'objectif. Il y a possibilité déjà que les gens de mon métier comprennent bien mon métier, déjà ça serait bien, que tout le monde puisse bien gérer la technique. Et il faut vous rendre compte, entre 2021 et 2022, moi j'absorbe la technicité, donc ça ne me dérange pas, mais en fait il y a des études qui sont faites. On valorise aujourd'hui les augmentations de technicité par rapport au métier. Moi le mien a pris 12%. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on nous rajoute quelque chose, ça complexifie un petit peu le système, donc les calculs des cotisations et des assets. Donc c'est vraiment de rentrer dans cette pédagogie. La réforme des retraites pour moi a été catastrophique, ce qui s'est passé en France, donc je veux vraiment faire quelque chose sur cette réforme des retraites, donner plus d'informations possible, parce que c'est pareil, entre ce qui nous est annoncé et quand on lit la réforme et qu'on voit réellement ce qui se passe, il y aura beaucoup de déconvenus, donc il faut vraiment qu'on prépare tout le monde en fait. Fatih, ministre des Finances, Non. la prochaine fois. Pas possible. Pour évangéliser. Trop libéral. Si c'était avec moi, non, il y a plein de choses qui seraient déjà parties. Non, mais il faut vraiment qu'on explique les choses, que chacun s'imprègne et que chacun, en fait, moi ce que je voudrais, c'est que chacun puisse décider de sa vie, en fait. Être acteur de son bulletin de paie, mais aussi prendre ses décisions dans sa propre vie. Donc, il y aura d'autres réformes de retraite, il y aura d'autres réformes de chômage. On sait qu'on est dans une situation économique du pays qui n'est pas terrible, donc on va aller dans les réformes. Mais pour que, là on revient au sens, en fait pour que chaque Français comprenne les choses, il faut faire qu'on donne du sens aux choses pour qu'on puisse accepter, que ce soit les contraintes écologiques, les contraintes économiques. Donc il faut vraiment qu'on rentre dans ce On ne peut que plus voir à ça. Merci beaucoup. merci Tous beaucoup. les trois. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir, Merci. retrouvez-nous sur Antistatique, sur YouTube, sur nos comptes LinkedIn respectifs et puis suivez nos 3 invités.